Mon nom est Jean Bourdeau. Je représente la firme Gestion Jean Bourdeau. Alors, ma firme, je suis associé. Nous sommes deux associés, Serge Barbeau et moi, qui est ici en avant. Et bon, si on fait un petit résumé de qui nous sommes, nous nous sommes joints à PECB au début 2017, presque immédiatement après la publication de la norme 37001. Et nous sommes maintenant accrédités comme Lead Implementer et comme Lead Auditor. Nous sommes aussi formateurs accrédités et nous enseignons à l'ETS la norme 37001. De plus, on a procédé probablement à ce qui a été la première audit de 37001 en Amérique du Nord il y a quelques semaines à Baltimore aux États-Unis. Donc, ça a été une assez belle expérience. Ce qui nous a amené à nous intéresser aussi à la norme 37001, c'est que depuis 4 ans, dans notre firme, on a une équipe de 5 à 10 enquêteurs à travers les années qui avons travaillé à temps plein sur des enquêtes de collusion et de corruption spécifiquement. Donc, on a vécu quelques situations. Puis aussi, on était en mesure de voir de près les conséquences de la collusion et de la corruption, ce que ça peut amener, à la fois dans les entreprises, mais aussi ce qu'on oublie souvent chez les individus. Bon, le but de la conférence aujourd'hui, ça va être de parler de la clause 8.10 principalement, ce qui est la question de l'enquête et le traitement des cas de corruption. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que c'est d'abord une responsabilité du management. Donc, le management va être concerné à toutes les étapes de la démarche. Et aussi, la question, comment on va traiter les enquêtes, comment on va aborder ce sujet-là, c'est un facteur qui est très important pour la crédibilité de l'organisation. Parce que de la façon que ce dossier-là va être traité, ça va affecter le climat dans l'entreprise. Vous savez, dans une entreprise, les employés regardent la direction aller. Ils croient beaucoup les politiques, les procédures. Ils croient en fait ce que leurs boss disent. Mais ils croient beaucoup plus ce que les boss font. Puis ils vous voient. Et comme je dis tout le temps, vous, quand vous êtes un patron, vous avez 24 heures pour superviser vos employés. Mais chacun de vos employés, il y a 24 heures pour vous surveiller. Donc, mathématiquement, vous perdez à chaque fois. Okay? Il ne peut pas en être autrement. Et ce qu'on va aborder, ça va être les éléments aussi à considérer pour maximiser les résultats. Pour vous donner une petite idée de comment une enquête peut déraper, il y a le résultat d'une enquête qui a été rapporté dans le New York Times concernant une Fortune 500, une des compagnies qui est parmi les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Et l'allégation, elle a originé, c'est que il y a un cadre qui a été congédié d'une filiale qui a appelé l'avocat principal de la compagnie et lui a dit « La filiale, on a mis en place un système de collusion-corruption pour favoriser une expansion rapide de la filiale. » Alors, ce que l'avocat principal de la compagnie a fait, il s'est tourné de bord et il a confié immédiatement l'enquête interne à l'avocat de la filiale, au conseiller interne de la filiale. Mais il a dit, règle ça, bon, il y a une allégation là-dedans. Donc, après coup, on s'est rendu compte, d'abord, que l'avocat principal de la filiale était au centre de la collusion-corruption. OK? Et donc, ça a amené toutes sortes de poursuites. Et finalement, l'entreprise a évalué que toute cette aventure-là lui avait coûté à peu près 600 millions. Ça lui aurait coûté de l'argent quand même au début, même s'il avait fait l'enquête différemment, sauf que ça aurait coûté beaucoup moins cher. Et d'autant plus que l'autorité, je pense que c'est la Security Exchange Commission, quand ils ont regardé, ils ont dit cette enquête-là a été faite, a été bâclée d'abord, il y a des décisions qui ont été prises, et aussi l'entreprise a été accusée de camouflage, de cover-up, parce que l'entreprise ne s'en est pas occupée tant que les médias ne l'ont pas révélé, même si elle connaissait l'information. Donc, ça vous donne un petit peu l'importance, comment ça peut être important
bien aborder ce sujet-là. Si on regarde la clause 8.10, ce qu'elle nous donne précisément, bon, impose l'évaluation de tous les cas de corruption ou de violation de la politique ou signalés ou détectés et son enquête. Ça requiert la mise en place des mesures appropriées si l'enquête révèle un cas de corruption ou une violation de la politique. Il faut donner les moyens de la légitimité aux enquêteurs, impose la coopération du personnel concerné, impose que l'état d'avancement et les résultats de l'enquête soient rapportés à la fonction de conformité anticorruption et impose que l'enquête soit réalisée de manière confidentielle et que les éléments de sortie de l'enquête également soient confidentiels. Maintenant, il y a des notes aussi, si vous regardez la norme 37001, il y a une note en bas de page qui dit que dans certaines juridictions, il pourrait arriver qu'il y ait des règlements différents concernant la confidentialité et le traitement des enquêtes selon l'endroit où vous avez juridiction, selon l'endroit où vous êtes. Donc, il y a ça aussi à tenir compte en vous en allant. Maintenant, au départ de l'enquête, une chose importante, c'est prendre toutes les dénonciations et les allégations au sérieux. Pourquoi? Parce que vous ne le savez pas. OK? Et ça veut dire éviter d'avoir des biais en partant, des visions particulières ou comment je dirais bien ça? Prendre compte de la mauvaise réputation d'une certaine direction, département ou du directeur en fonction. Il faut évaluer la crédibilité de la source d'information, le voir-dire versus du oui-dire. Ce n'est pas nécessairement simple à faire en partant. L'importance des détails fournis. Maintenant, est-ce que ça concorde avec des faits réels? C'est-à-dire, vous devez tenir compte à ce moment-là de l'historique. Est-ce que ça touche des secteurs particuliers de l'entreprise, des secteurs sensibles, ou un département qui est particulièrement enclin aussi à ça? Je pense, entre autres, si vous êtes dans une ville ou une municipalité, tout le département des appels d'offres, par exemple. Il y a des départements qui peuvent avoir l'air insignifiants, par exemple. Vous allez voir le département des loisirs, qui donne les temps de glace dans les arénas, par exemple. C'est quoi l'importance des fédérations ou des regroupements sportifs dans votre municipalité? Qui est impliqué? Ça, votre évaluation de risque va vous fournir passablement d'informations. Mais au départ, vous devez considérer un ensemble de facteurs. Est-ce que vous devez recourir au service d'un avocat conseil ou interne? Un avocat interne ou externe, c'est-à-dire un avocat conseil, soit à l'interne ou à l'externe. Maintenant, on va voir plus tard quelles sont les considérations que vous devez prendre en compte avant de choisir où l'organisation devrait aller. Puis on dit, dans le doute, commandez une enquête. Il faut faire l'enquête. Et moi, je vous dirais, si vous décidez, si l'organisation, ce que l'on recommande aux organisations, si vous décidez de ne pas procéder à l'enquête, documentez la raison pour laquelle vous avez décidé, quel a été votre facteur de décision, pourquoi vous l'avez fait, parce que si éventuellement il s'avère que ça a été une erreur, que vous avez pris une décision en toute bonne foi, mais ça a été une erreur, donc vous allez vous protéger d'une accusation de cover-up. Donc, vous avez décidé, selon les faits que vous connaissiez à ce moment-là, de ne pas procéder à une enquête pour différentes raisons. Mais nous recommandons aux organisations de documenter. Si vous avez une allégation et vous décidez, quoi que vous décidiez de faire, documentez-la parce que vous ne connaissez pas le futur. Tout le temps. Et on dit, si vous avez un doute, bien, vous procédez à l'enquête. Le cheminement de l'information, c'est la fonction de conformité, en principe, dans les entreprises qui devrait
recevoir de préférence tous les rapports des cas de corruption avérés et suspectés. Et pourquoi on dit que la fonction conformité devrait les savoir? Ce que l'on recommande, c'est qu'elles les reçoivent tous. Et pourquoi? C'est pour tenir un historique de toutes les allégations ou de ce qui est reçu dans l'organisation pour éventuellement, lorsque vous faites la revue de gestion ou que vous faites l'audit interne, de reviser si vous en avez eu un peu, beaucoup ou pas du tout. OK? Donc, il faut qu'il y ait un point de chute à travers l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'en occuper nécessairement, mais la fonction conformité devrait être informée de toutes les allégations et les dénonciations qui sont faites en vertu de 37 001. Dans le cas où les rapports proviennent à une autre personne, les procédures doivent imposer que le rapport soit transmis à la fonction de conformité le plus rapidement possible. Oui, ça va de soi avec ce que je viens de vous énoncer. Puis la procédure doit déterminer le responsable chargé de l'analyse et de la gestion du problème. OK? Fait qu'on dit les problèmes de moins d'importance à la fonction de conformité, ça veut dire qu'ils vont tous là de toute façon. Mais par la suite, s'il y a des problèmes majeurs, importants, qui puissent toucher, par exemple, à l'aspect financier, réputationnel ou qui impliquent un dirigeant de l'entreprise, la direction ou le conseil d'administration doivent en être informés. OK? Doivent être informés de l'allégation en question. Et pourquoi on dit que la direction devrait en être informée? C'est parce qu'il se peut que dans les cas graves, les moyens ou les réactions vont être différents. OK. Puis les raisons de procéder à une enquête interne, bien, les voici, c'est identifier et empêcher la poursuite de comportements illégaux ou inappropriés. Identifier rapidement les impacts légaux. Il se peut aussi que dans des cas de certaines allégations, l'infraction alléguée peut s'adresser à des règles, des normes ou des lois dans lesquelles l'organisation a une obligation de rapporter. OK? Et éventuellement, ça peut donner suite à des punitions ou à des sanctions qui sont assez importantes pour l'entreprise. Donc, il faut rapidement que les impacts légaux soient identifiés. Ensuite, c'est pour évaluer l'efficacité du système de management et des contrôles en place. C'est bien entendu, ça vous donne une bonne idée de si vos systèmes fonctionnent. Prévenir les violations ultérieures, ça va de soi. Démontrer le leadership de la direction. Bon, vous évitez l'insouciance et ce qui pourrait donner lieu à de la complicité. Et dans ça, ce qui est très important, c'est que toutes les personnes de la fonction conformité ou les personnes qui auront à intervenir là-dedans, c'est beaucoup une question d'attitude. OK? Vous devez avoir une attitude qui vraiment est en conformité avec ce que vous préconisez comme valeur dans l'entreprise. OK? Parce que souvent, vous allez vous prenez les bons gestes, les bonnes actions à faire, mais le discours de certaines personnes laisse croire que, bon, encore un autre paquet de troubles, encore une autre chose, alors que c'est un travail qui doit être fait en professionnel pour arriver à la fin. Minimiser les perturbations sur les activités de l'entreprise et sur le moral des employés. Et promouvoir une culture de lutte à la corruption dans l'organisation. Et il y a aussi une raison de procéder rapidement à l'enquête interne. Parce que si vous avez une dénonciation qui provient d'un employé, il est important de réagir rapidement, de rencontrer l'employé, afin que l'employé sache d'abord que sa dénonciation n'est pas tombée dans le vide. Ça va l'amener aussi à avoir plus confiance dans l'organisation. Et il se peut aussi que, compte tenu de son allégation, vous ayez un besoin de lui demander de garder ça confidentiel, de ne pas en parler à personne.
Donc, cette première entrevue-là, elle est super importante. Aussi, vous avez besoin de savoir si l'employé a parlé à une autre organisation. Supposons que l'employé il a dénoncé par la ligne interne, mais il a aussi appelé l'AMF, il a aussi appelé le ministère du Revenu, ou il a appelé l'UPAC dans le cas du Québec, ou un autre, le Security Exchange Commission dans le cas des États-Unis. Donc, là, vous avez une réaction. Et là, vous devez anticiper aussi que cet employé-là, selon son degré de confiance à votre organisation ou pas, peut décider de renseigner encore une fois et la Security Exchange et l'UPAC de votre comportement et de comment vous vous êtes comporté, comment vous avez adressé la situation. Donc, il n'y a que des avantages à agir rapidement et à documenter ce que vous avez à ce moment-là. Maintenant, je ne l'ai pas dit au début, mais si jamais je dis des choses qui, en cours de route, vous amènent à vous poser des questions ou à me challenger d'une façon quelconque, gênez-vous pas. Hein? Oui, madame? Moi, je me permettrais de vous challenger. Oui, allez-y. Alors, en fait, quand on regarde la norme, ça va être donné aussi. Bon, moi, je pense que la norme, elle vous donne des préconisations, des exigences. Il y a des exigences dans la norme de ce que vous devez faire, absolument, pour vous conformer à la norme. Mais votre exemple de feedback est très pertinent. C'est que si une organisation qui applique la norme 37001, à mon avis, il faut que ce soit un peu plus large que les obligations. Il faut que l'ensemble des gestes posés, l'ensemble des réactions à une situation soit aussi, ce que j'entendais tantôt dans la première conférence, lorsqu'on parle d'éthique. OK? Puis la définition de l'éthique, c'est les valeurs les valeurs qui sont priorisées par l'environnement dans lequel vous évoluez. OK? Donc, c'est une définition courte. Là. Les experts d'éthique pourraient me crier chou là-dessus. Mais et quand on parle de feedback aux employés, moi, je pense que il va de soi, même si on n'est pas obligé de le faire. C'est entendu que c'est le contenu le cours de l'enquête qui va décider à quel moment on va revenir à l'employé et quand on va y revenir et qu'est-ce qu'on va lui dire. Mais à mon avis, je ne vois pas une direction de conformité qui ne se préoccuperait pas de ce volet-là, parce que ça peut déraper. Vous pouvez avoir quelque chose qui est une petite allégation, une petite dénonciation, et qui peut déraper. Vous ne savez pas de quelle façon. Ça peut être faux ou allégué que l'employé qui fait une dénonciation, qui n'entend plus jamais parler après sa première rencontre de ce qui s'est passé, ou encore qu'on a décidé de balayer ça sous le tapis pour différentes raisons, que c'est insignifiant. Je pense qu'il serait primordial, puis vous faites bien de le souligner, de revenir à l'employé, surtout si on a décidé de ne pas aller nulle part, de revenir à l'employé et de lui expliquer, si l'employé est identifié, de lui expliquer pourquoi on l'a fait et pourquoi on ne l'a pas fait. Puis même si l'employé est susceptible de vous crier par la tête ou d'être très insatisfait, comme disait quelqu'un dans un cours que j'ai suivi en gestion de crise, il disait « Vous êtes mieux d'accepter d'avoir une heure difficile que d'avoir 3 mois difficiles par la suite parce que vous avez décidé de fuir. » OK? L'autre chose, une enquête interne ne devrait jamais être conduite pour identifier les employés. OK? L'employé, il se peut qu'en cours d'enquête, vous allez l'identifier. Il se peut qu'il se nomme lors de la dénonciation, tout ça. Mais si vous avez des fuites, exemple, on a vu récemment dans nos journaux des fuites dans les médias, à mon sens, le réflexe d'une organisation devrait être d'enquêter l'allégation qu'il y a dans la fuite beaucoup plus que d'identifier la personne qui fait la fuite. Bon, je ne fais pas référence à l'UPAC actuellement parce que ça, c'est un domaine d'enquête où les gens ont des obligations, des serments de confidentialité, mais règle générale, une organisation qui est visée suite à des allégations
devrait se concentrer sur valider si les allégations sont réelles ou non, fondées ou non fondées, beaucoup plus que partir à la chasse pour essayer d'identifier le dénonciateur. Parce que ça, c'est la meilleure façon pour que vous ayez la meilleure application de la norme 37001 ou pas. C'est la meilleure façon de perdre toute votre crédibilité. Donc, ça, c'est à prendre en compte. OK. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? OK. Les dangers de ne pas procéder à l'enquête. Bon, ça, c'est évident. Il y a la perte de crédibilité, c'est évident si vous ne procédez pas. Il y a des allégations de camouflage, de cover-up. Maintenant, ça, lorsqu'on rencontre les organisations, c'est un aspect qui est assez important. On voit ça beaucoup plus aux États-Unis qu'ici. Mais je pense qu'éventuellement, ici, on va subir le même phénomène. Les entreprises vont devoir justifier les gestes et lorsqu'il y aura des manquements, de la complaisance, il y a des poursuites qui vont découler de ça éventuellement. C'est inévitable. En plus, bon, OK, il y a des pertes de suspension de l'accréditation, puis il y a des poursuites civiles ou criminelles. Bon, les poursuites civiles et criminelles, ils peuvent venir de partout. Ils peuvent venir des organismes d'application de la loi, mais ils peuvent venir aussi, dans certaines organisations, des partenaires qui, parce que vous avez camouflé des allégations, parce que vous n'avez pas déclaré ou vous n'avez pas été ouvert à ce qui se passe chez vous, ils ont posé des gestes, ils ont investi, et par la suite, comme l'organisation a été trouvée coupable de X, Y, Z, et ce partenaire-là peut avoir perdu des sous, peut avoir perdu son investissement, donc il peut poursuivre l'organisation. Tout ça est interrelié. Donc, vous devez procéder, à mon sens, à l'enquête. Maintenant, le choix du responsable d'enquête. C'est une personne qui n'est pas impliquée dans le problème. Maintenant, la fonction de conformité est importante à ce niveau-là, maintenant, parce que la fonction de conformité, les auditeurs internes, les dirigeants compétents ou les tierces parties appropriées. J'entendais ce matin une personne qui disait qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail plusieurs situations où les personnes qui sont en conflit d'intérêts ne le voient pas. Ils ne voient pas qu'ils sont en conflit d'intérêts parce que, pour différentes raisons, ils sont convaincus qu'ils peuvent porter deux chapeaux sans intervenir auprès d'un ou de l'autre, et c'est souvent le cas, ce qu'on rencontre. C'est pour ça que les décisions prises en vase clos, quand ce n'est pas nécessaire, ça finit par être nuisible parce qu'il n'y a personne qui vous challenge. OK? Donc, de faire attention à ça. La personne qui a l'enquête doit avoir l'autorité, les ressources et l'accès nécessaire, ça va de soi, à la réalisation efficace de l'enquête. On dit doit idéalement avoir suivi une formation ou disposer d'une expérience antérieure dans la réalisation des enquêtes. Bon, l'évaluation des risques. Là, on doit regarder les cas d'infraction aux lois et les allégations graves de corruption. Effectivement, plus l'allégation est grave, à mon avis, plus la réaction devrait être proportionnelle. Il est difficile de prévoir l'étendue de l'infraction au début. Puis, on va voir le nombre de personnes impliquées. Habituellement, on commence lentement et, selon l'enquête, ça évolue. Consultation qui implique la direction générale et le contentieux. Je pense qu'il est toujours utile de consulter le contentieux dès qu'on a une connaissance minimale des faits, pour savoir discuter aussi des implications où on va. Le besoin d'un avocat ou d'une firme externe pour superviser l'enquête. Dans plusieurs entreprises maintenant, il faut éviter, l'entreprise doit éviter ou l'organisation doit éviter d'avoir
apparence de conflit d'intérêts. C'est ça qui est le principal facteur à tenir en compte. Éviter d'être accusé de cover-up. Et le conflit d'intérêts est un des éléments essentiels là-dessus. D'abord, il y a une question de... Bon, puis pour l'avocat interne ou une firme externe, on parle... Il y a deux choses. Ou c'est les enquêtes internes de la firme, ou il peut y avoir les enquêtes externes, ou il peut y avoir le conseiller ou le judiciaire, l'avocat interne ou l'avocat externe. Bon, on parle de protéger l'entreprise, qui est la préoccupation, éviter les accusations de cover-up. Il faut prévoir l'obligation de divulguer aux autorités compétentes. Est-ce que l'infraction a été signalée à une agence gouvernementale ou aux médias? Bon, dans certains cas, d'abord, il y a deux choses. L'avocat interne, on parle souvent d'une question de privilège, le privilège d'avocat-client. OK? Dans plusieurs juridictions, puis s'il y a des avocats dans la salle, vous pouvez me contredire là-dessus, on a de la difficulté à reconnaître le privilège pour l'avocat interne. OK? Le privilège client-avocat pour l'entreprise, puis ça dépend du mandat ou bon. Dans certains cas, l'avocat externe qui va superviser l'enquête ou qui va conseiller l'entreprise peut être bienvenu dans ce sujet-là pour protéger ça. Maintenant, est-ce que l'infraction a été signalée à une agence gouvernementale? Il peut y avoir, à un moment donné, dans l'enquête, de décider stratégiquement, est-ce qu'on se dénonce ou est-ce qu'on attend la fin de l'enquête? On a vu dans le cours de nos enquêtes des entreprises qui ont évalué et qui ont choisi de se dénoncer pour toutes sortes de raisons. Pour exemple, minimiser les pertes au point de vue fiscal, parce qu'ils avaient fait de l'évasion fiscale de différentes façons, avec des fausses factures ou en ne déclarant pas des revenus, ou encore en regardant pour des immunités, pour avoir l'immunité au bureau de la concurrence. Donc, ça vous donne deux exemples où, à un moment donné, dans le cours de l'enquête, l'entreprise peut décider qu'elle va divulguer elle-même les infractions qui sont alléguées ou même ils vont peut-être décider d'aller plus loin même que l'allégation. Donc, c'est des considérations à prendre. De là, l'importance, c'est ce qui nous a amené aussi à choisir ce terme-là, cet aspect-là de la norme 37001 pour la conférence, c'est que c'est un élément très important du bureau de la conformité. Toute la question de comment va être faite la conduite des enquêtes internes, c'est parce que selon le sérieux de l'enquête interne que vous allez faire, peut vous amener à prendre des décisions qui vont avoir une influence majeure pour l'avenir de l'entreprise, puis même à court terme. OK? Prévoir les répercussions internes et externes, c'est ce que je vous disais un peu. Les lois applicables, prévoir, y a-t-il des infractions, lois applicables. La sécurité du personnel. Est-ce qu'il y a un danger si la personne est identifiée? Est-ce qu'il y a du danger pour sa sécurité? On l'a vu dans des enquêtes où les personnes recherchaient de la protection. Ça peut sembler drôle au moment où on se parle, mais puis dans des grosses entreprises, dans des entreprises où on pense qu'il ne se passe rien, tout le monde est... Bon, il va y avoir un petit peu de mise à l'écart de la personne qui rapporte l'infraction. Il va y avoir d'autres choses. Mais je vais vous donner un exemple, un cas où on a rencontré, où la personne qui était un délateur potentiel était en congé de maladie. Et son allégation était sérieuse, fondée, et il avait en sa possession la démonstration, les preuves documentaires de ce qu'il alléguait. Son hésitation à aller plus loin était la suivante. Moi, si je continue, je vais perdre mes bénéfices d'assurance, salaire, et je vais me retrouver dans la rue. Et le gars, il n'est pas juste en burn-out, il y a des problèmes de santé sérieux. Voyez-vous, c'en est une des considérations, et dans notre esprit, il n'y avait aucun doute
Il n'y avait aucun doute que c'est ce qui lui serait arrivé. Finalement, ça n'a pas fonctionné. On l'a mis en communication avec des organismes qui pouvaient lui assurer une protection des whistleblowers. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. On a procédé autrement. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est concret dans le cours des enquêtes. Les risques de diffamation lors des déclarations, c'est certain que vos enquêteurs, il faut qu'ils aient l'expérience, il faut qu'ils aient aussi la discrétion pour faire les enquêtes, parce qu'il se peut qu'à un moment donné, ça dérape, les gens vont se défouler et vont dire toutes sortes de choses qui, finalement, ne sont pas nécessairement vraies, fait qu'il faut faire attention à ça. La protection des personnes mentionnées dans le rapport, donc, il faut porter attention à ça. Pour revenir à ce que Madame me disait tantôt, que la norme ne prévoit pas ça, je pense qu'il y a un comité, le comité technique 309, qui actuellement, c'est un comité de travail mis sur pied par la norme ISO pour éventuellement, ça devrait déboucher d'ici quelques années sur une autre norme, 37003 probablement, là, je dis ça à tout hasard, qui va être beaucoup plus précise sur la gouvernance des organisations et la protection des dénonciateurs. Donc, éventuellement, je pense qu'on va arriver là. La responsabilité pénale, civile, administrative, les pertes financières, les dommages potentiels à la réputation pour l'organisme et les individus. Bon. Là, ce qui m'arrive, on dit toute obligation légale ou faveur accordée à l'organisme à rapporter aux autorités, la confidentialité du problème et de l'enquête jusqu'à l'établissement des faits, la nécessité d'exiger l'entière collaboration du personnel dans le cadre de l'enquête. Deux choses que je voudrais ajouter à ce moment-ci, c'est que si, dans le cours d'enquête, pourquoi on dit informer la direction, dans les cas sérieux, c'est qu'il se peut que vous décidiez, avant que l'enquête devienne publique, d'avoir recours à un consultant média pour préparer, si jamais il y a une fuite demain matin, pour ne pas que le dirigeant de l'organisme se retrouve devant un micro puis ait l'air paniqué et de ne pas savoir ce qui se passe et, dans le pire des cas, nier. Donc, c'est important, dans le cours d'enquête, de prévoir si... Parce que, de toute façon, la règle de base, c'est tout ce qui est connu par une autre personne que vous-même est susceptible d'être dans le journal demain matin. Donc, la décision que vous devez prendre, c'est une décision comme si ça allait être dans le journal demain matin. Vous vous préparez à répondre. Donc, la question des médias, elle est importante et il faut la prendre en considération. L'autre chose, il se peut aussi que dans la conduite de votre enquête, avec les règles qui sont en vigueur, que vous soyez obligé, et c'est une option, que l'organisation, quand je dis vous prend comme représentant d'organisme, que l'organisation soit, ou que l'avocat interne ou externe vous recommande d'informer les employés de la façon suivante. Il y aura une enquête, bon, ça peut être les employés d'un département, ça peut être les employés d'une direction, ça peut être plus ciblé, mais de rencontrer les employés, d'envoyer une lettre aux employés, de dire voici, il va la firme XYZ ou le contentieux XY est chargé de faire une enquête sur les faits suivants, A, B, C. Nous vous demandons votre pleine collaboration et, par la même occasion, nous vous demandons de protéger tous les documents, qu'ils soient numériques, physiques ou autrement, de ne pas les altérer, de ne pas les effacer, de ne pas les divulguer parce que vous pourriez être obligé de les communiquer. Et ça peut devenir, selon la gravité, merci Violent, ça peut devenir, selon la gravité de l'infraction, une protection pour l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise est vraiment sérieuse. Elle a décidé d'aller au bout de son enquête. Et elle ne pourra pas être accusée d'avoir favorisé ou d'avoir comme consenti à ce que les employés fassent disparaître des éléments de l'enquête. Il se pourrait arriver que vous ayez cet outil-là à utiliser.
L'obligation de procéder rapidement, on comprend. Exonérer rapidement les employés innocents. Entreprendre des actions correctives le plus rapidement possible, parce que ça, c'est un élément important aussi. Il y a des choses qui peuvent, dans certains départements, où vous allez voir, des fois, toute la question des doubles signatures ou des doubles autorisations ou provenant de départements différents. Puis des fois, c'est des petites choses qui peuvent favoriser soit la perception qu'il y a des irrégularités qui se produisent où il y en a réellement, minimiser les impacts négatifs sur la réputation de l'entreprise et le moral des employés. Bon, on dit que tout ce qui s'éternise, à un moment donné, finit par sentir. Donc, il faut se dépêcher à mettre ça en arrière de nous. Ça démontre une volonté d'agir, puis renforcer la crédibilité du SMAC. Bon, le rôle de la direction. La direction doit être informée du résultat de l'enquête et pourquoi. Bon, puis là, quand je dis informée du résultat de l'enquête, là, c'est en cours de route, mais à l'organisation, il est important de comprendre que être informé ne veut pas dire influencer, biaiser, essayer d'orienter l'enquête où on veut. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'être informé du déroulement de l'enquête pour prendre les bonnes décisions pour la santé financière et réputationnelle de l'entreprise en cours de route. Préparer la réaction de l'entreprise à la communication ou à une fuite des résultats. Donc, c'est important pour décider quand est-ce qu'on met les affaires publiques dans le cours de l'enquête. La différence entre être informé et influencé, je l'ai dit tantôt, puis prendre en compte les préconisations antérieures de confidentialité et de protection de l'auteur de la dénonciation. Bon, le contenu du rapport d'enquête. La nature de l'allégation rapportée, un sommaire des faits recueillis, la chronologie, la liste des gens rencontrés. Bon, mais ça, je ne viendrai pas là-dessus sur chacune des choses, mais il est important, si vous avez des enquêteurs, si l'organisation a des enquêteurs qui sont expérimentés ou des choses, il y a des règles de base à faire quand vous les rencontrez. C'est prendre des notes factuelles et rédiger les rapports le plus rapidement possible. La liste des documents analysés, l'opinion des enquêteurs sur les éléments importants, les politiques et les procédures de l'organisation, l'efficacité des contrôles en place, c'est-à-dire est-ce que nos contrôles sont efficaces et ils font ce pourquoi ils ont été mis en place, et tous les faits qui peuvent s'avérer utiles pour la direction. Maintenant, les recommandations du rapport. Ce qu'on dit, ça va peut-être vous surprendre, on dit que le rapport ne devrait pas en contenir. Si vous avez besoin de recommandations écrites de la part, si l'organisation a besoin de recommandations écrites des enquêteurs, nous suggérons qu'ils soient faites sur un rapport différent. Et pourquoi? Bon, ça va vous vouloir. C'est que si vous avez besoin de recommandations, vous en discutez avec le responsable de l'enquête qui va vous donner une opinion. Puis, c'est une décision de la direction sur les mesures à prendre. Et ça va vous éviter d'avoir à justifier des mesures différentes de celles recommandées aussi. Parce que peu importe la compétence de l'enquêteur ou de la firme ou du conseiller interne ou externe, cette personne-là ne voit que ce qu'elle a enquêté dans l'entreprise. Elle ne voit qu'une partie. Et la direction voit l'ensemble. Elle pourrait décider de passer outre à une ou deux recommandations du rapport sans nécessairement que ce soit du camouflage ou d'une fuite, de ne pas vouloir appliquer les résultats. Donc, ça évite que des rapports sortent d'ici quelques temps après, puis de dire, regardez, si on avait appliqué cette recommandation-là dans le rapport, l'entreprise ne serait pas prise aujourd'hui avec le problème qu'elle a. Fait que vous n'avez pas besoin de ça. Bon, les décisions de la direction, on le sait, ça peut mettre la fin, le retrait, la modification d'un contrat en cours. L'organisation peut être obligée de rembourser ou d'avouer tout avantage obtenu de façon inappropriée. Il y a des sanctions disciplinaires pour un ou des employés. Il pourrait arriver, ça pourrait survenir. Mais encore là,
lorsqu'on travaille dans des organisations avec des sanctions disciplinaires et des employés, il faut faire ce qu'on a à faire, mais tout est dans la façon de le faire. Même un employé fautif doit être traité avec respect parce qu'il y a son collègue à côté qui vous regarde aller puis qui s'attend à ce que si ça arrive à lui, qu'il soit traité avec respect également. Donc, le respect, traité avec respect, ça a toujours sa place. OK? L'organisation ne doit pas avoir en tête de, je dis entre autres, punir ou se venger. OK? Se venger des problèmes causés. Il y a un traitement approprié pour l'infraction, les choses, et ça doit être appliqué dans le respect. Signalement du problème aux autorités, s'il se peut que vous soyez obligé de le faire. Et dans tous les organismes d'accréditation qui ont été mis en place au Québec, entre autres, je parle du Québec parce que je le connais, c'est évident que si votre organisation commet une infraction, qu'elle soit déontologique, bon, OK, si vous avez une infraction, si vous commettez une infraction criminelle, c'est sûr que je vais vous donner l'exemple de l'AMF, vous êtes obligé de la rapporter. Si vous êtes pénal, vous êtes obligé de la rapporter. Mais il y a une infraction déontologique, vous n'êtes pas obligé de la rapporter. Par contre, lorsque va survenir votre renouvellement d'accréditation, à ce moment-là, si cette information-là sort dans le rapport des enquêteurs, bien, vous allez avoir une meilleure bouche si vous l'avez rapporté vous-même que si ça ressort. Même si ce n'est pas un gros empêchement, ça peut donner une indication aux enquêteurs d'aller plus loin pour essayer de trouver autre chose. Donc, vous avez intérêt à signaler les problèmes que vous avez, puis là, vous êtes en mesure de négocier des fois des mesures d'atténuation. Puis la mise en œuvre de mesures pour améliorer vos procédures défaillantes, évidemment. Et voilà, c'est ce qui m'amène à la fin de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question. Oui. Bien, c'est qu'à ce moment-là, est-ce que tout le monde a compris le sens de la question? Si en cours d'enquête, le gestionnaire d'enquête pourrait être accusé de conflit d'intérêts ou de... peu importe, il y a un doute. Il y a un doute sur l'intégrité du processus. Moi, je pense que dès qu'il y a un doute sur l'intégrité du processus, l'organisation doit prendre des mesures pour enlever ce doute-là. OK? Pour enlever. Soit changer la personne, soit changer. Et ça, c'est une question d'évaluation, une question de gravité aussi. Qui ça implique? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent être considérés. Je dirais, bon, mais ce n'est pas dans tous les cas où on va décider que le responsable de l'enquête doit être changé, où on doit en nommer un nouveau, où on doit nommer. Mais il pourrait arriver qu'à ce moment-là, on dise. Puis il pourrait arriver que le directeur, la personne qui est responsable de l'enquête, en cours de route, vienne voir le chef de la conformité et dise « Je suis en conflit d'intérêt à partir de maintenant parce que mon allégation, l'allégation vise XY, puis j'ai eu tel lien avec. » On voit ça souvent dans les cours de justice où les juges disent « Bon, bien, je dois me récuser pour différentes raisons. » Mais où la personne se déclare son conflit d'intérêt, où vous vous en apercevez, et à mon avis, l'organisation à ce moment-là peut décider de modifier la gestion de l'enquête. Et c'est pour ça que, dans les infractions mineures, on dit que c'est la conformité qui gère ça, puis j'imagine que la conformité doit être sensibilisée suffisamment pour être capable de prendre les bonnes décisions. Mais si c'est une enquête, il pourrait arriver qu'une enquête vise des membres de la direction. Et là, c'est là où on doit faire appel, à mon sens, à quelqu'un de l'externe, parce que est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est exempt d'influence lorsque vous enquêtez la personne qui vous paye? En tout cas, c'est à évaluer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oh, non, mais regardez bien. Tous les conflits d'intérêts, perçus ou réels, à mon avis, doivent être traités et l'organisme doit absolument prendre toutes les mesures pour ne pas que ça arrive. Donc, si, dans votre cas, c'est le responsable d'enquête, son mandat devrait se terminer et l'enquête devrait être confiée à quelqu'un d'autre. Parce qu'autrement, vous êtes prisonnier de ce qui peut ressortir. Vous allez vous retrouver avec une crise plus grande que celle que vous tentez de juguler à ce moment-là. Et ça, c'est à éviter complètement. Oui? OK. Mais lorsque je dis, normalement, le rapport devrait
pas contenir de recommandations, c'est dans le cas où vous n'avez pas de règles à respecter ou vous n'avez pas. C'est votre choix, ou dans le cas où c'est le choix. Mais si vous êtes, par exemple, il y a différentes normes, je pense à l'électricité, je pense à des normes environnementales ou des choses où il y a des règles où les auditeurs, je ne sais pas dans quel domaine vous auditez, mais où vous devez rapporter des choses, à ce moment-là, on ne vous demande pas de ne pas le faire pour contrevenir à votre ordre professionnel ou à vos obligations. L'attente déjà de nous confier le mandat, c'est de faire justement ressortir ces recommandations. OK, mais vous avez le mandat de faire des recommandations. Mais là, si vous avez le mandat, la question ne se pose même pas. Mais il se pourrait arriver que dans certains cas de dénonciation à l'interne, c'est que, à première, quand on conseille l'organisation, si elle a le choix, on va lui dire, enfermez-vous pas pour rien, encarcanez-vous pas pour rien. Mais de toute façon, il va y avoir des recommandations qui vont devoir être faites. Et si ce n'est pas par l'enquêteur qui fait l'enquête, ça va être par le département de la conformité. Donc, mais c'est qu'on voit un petit peu une différence entre un rapport d'enquête et des recommandations. OK? Là, on ne parle pas d'audit. OK? En audit, il y a des préconisations différentes. Mais dans le rapport d'enquête et les recommandations, c'est qu'on le voit de façon un peu différente. Et vous l'avez fait remarquer, un rapport d'audit, ce n'est pas un rapport d'enquête. Non. C'est deux choses différentes. Oui. Exact. Alors, je vois que Mme Violaine s'est avancée à l'avant. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère que cette brève présentation a pu vous être utile. Merci beaucoup.